Je pense, avant cette dernière communication, que vous avez tous compris que le déchiffrement est vraiment jamais instantané et rarement, sinon jamais, le fait d'une seule personne. C'est donc effectivement pourquoi nous avons sur ce sujet discuté, débattu de l'élamite linéaire en avançant un peu dans le temps. Le plaisir d'accueillir pour en parler François Dessay, qui est un chercheur associé au laboratoire Archéorient de l'Université de Lyon, ainsi que Gian Pietro Basello, qui est professeur d'élamite à l'Université des études bien nommée l'Orientale de Naples, et Gianni Marchesi, professeur d'assyriologie à l'Université de Bologne. Tous trois ont en effet publié récemment, cette année même, un article dans la Zeitschrift sur Assyriologie concernant des avancées tout à fait notables dont ils vont nous parler sur la compréhension, le déchiffrement de cette écriture dite l'élamite linéaire. Je les remercie donc de nous présenter ces travaux qui prennent la suite de travaux de certains dont nous avons entendu parler, notamment Monsieur Merigi. Merci. Merci Ariane. Je tiens à remercier, donc moi et mes co-auteurs, tenons à remercier les organisateurs de ce colloque et merci à votre invitation. Donc nous allons rester sur le plateau iranien en parlant du déchiffrement de l'élamite linéaire. Donc l'Iran, je vais juste vous parler un petit peu de la situation sur le plateau iranien. L'histoire du plateau iranien peut être considérée, donc les diapositives sont en anglais, voilà, mais je parlerai en français. L'histoire du plateau iranien peut être considérée en deux grands cycles d'urbanisation. Le premier qui commence avec le 10e millénaire et va jusqu'au 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc depuis la néolithisation jusqu'à l'effondrement urbain du 2e millénaire avant Jésus-Christ, et le deuxième depuis lors. Et de ce point de vue-là, ce premier cycle d'urbanisation voit son apogée dans le 3e millénaire avant Jésus-Christ, moment lors duquel nous voyons l'apparition du commerce à longue distance, des grandes villes, des systèmes d'écriture, de l'art, des premiers États. Alors, il y a une notion très importante, je pense, qui est très très bien connue de la plupart des spécialistes, mais pour des personnes novices dans ce domaine-là, il est quand même important de rappeler que langue n'équivaut pas à écriture, et c'est important dans le déchiffrement de l'élamite linéaire. Alors, quelle est la différence entre ça, ceci et cela ? Eh bien, ici, vous avez écrit la même chose en langue française. Donc, vous avez de ce point de vue-là la même notation linguistique en français, mais en trois systèmes d'écriture différents. Donc, en élamite linéaire, avec l'alphabet arabe et bien sûr notre alphabet latin. Donc, la même information linguistique avec trois systèmes d'écriture différents. Et bien sûr, nous avons l'inverse, avec des informations linguistiques différentes, donc dans des langues différentes, l'anglais, le français ou le persan, mais toutes trois notées avec le même système d'écriture, l'alphabet latin, dans ce cas-là. Bon, ceci étant dit, nous allons donc parler du déchiffrement de cette écriture que l'on appelle l'élamite linéaire ou que l'on pourrait également appeler écriture proto-iranienne récente. Ce déchiffrement s'est fait en 3 étapes, de 1903, moment de la découverte, à 2017, de 2017-2018 et depuis 2018 jusqu'à 2020. Aux alentours de 2900 avant Jésus-Christ, donc il y a la disparition des tablettes proto-élamites en bleu, qui étaient en bleu sur la carte. Il y a la diffusion de l'écriture cuniforme au Proche-Orient, en Syrie notamment. On voit apparaître dans le sud-ouest de l'Iran, à Suse, on voit apparaître l'écriture cuniforme avec l'invasion acadienne de la Susiane à ce moment-là.
Et également à cette même époque, nous avons donc l'élamide linéaire qui est attesté dans toute la moitié sud du plateau iranien à l'heure actuelle. Peut-être nous trouverons d'autres inscriptions ailleurs. Et il y a bien sûr l'écriture de l'Indus attestée dans le Pakistan et en Inde à l'heure actuelle. Alors, nous avons des textes en élamide linéaire à Suse, à Shahadad, Konar Sandal, dans la plaine de Marvdasht, pas très loin de Persépolis, et dans la région de Kamfirouz. Et nous n'avons, comme vous pouvez le voir, nous ne disposons que de 43 textes en élamide linéaire à l'heure actuelle. Alors, les premiers textes ont été découverts en 1903 à Suse, et nous allons voir ce qui a pu être fait de 1903 à 2017. La première inscription publiée par Scheil en 1903, la voilà, elle est visible au Louvre. Donc, elle présente deux textes. Le premier est un texte cunéiforme en langue acadienne, dont voilà la traduction, faite par Gianni. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons toute une série de noms propres, très importants, bien sûr, comme Sushinak, Puzur Sushinak, je reviendrai sur ces personnages après, Suse. Et donc, voilà l'inscription cunéiforme en langue acadienne. Et nous avons également un texte en écriture, donc alors attention, hein, le nom de l'écriture c'est élamite linéaire, et il peut y avoir des confusions entre écriture élamite linéaire et langue élamite, à bien distinguer. Et donc voilà le texte en écriture élamite linéaire. Et les premières tentatives de déchiffrement se sont basées notamment sur les lectures du nom de la divinité de Suse, Insushinak, et du nom du roi de Suse au XXIe siècle, Puzur Sushinak, et notamment comme vous pouvez le voir ici, donc ça se lit de droite à gauche. Et comme vous pouvez le voir, Ferdinand Borck a pu, dès 1905, identifier notamment les signes notant les sons sou, chi et nak. Sou, chi, na et que, pardon. Sou, chi, na, que. Répétez là également. Alors, il s'avère que nous avons noté sur cette stèle, sur cette dalle, les noms donc de la principale divinité de Suse, Poliade, Insushinak. Alors, c'est noté de droite à gauche, mais là, je l'ai mis de gauche à droite, ça sera plus clair. Et il y a également le nom de Puzur Sushinak, donc ce souverain de Suse, noté sur la deuxième ligne ici. Et là, vous avez leur notation en écriture cunéiforme. Donc, la lecture de ces noms propres, Puzur Sushinak, Insushinak, ainsi que le nom du père de ce souverain du XXIe siècle, Puzur Sushinak, ont permis, avant 2018, la lecture d'une douzaine de signes qui ont pu être correctement identifiés, notamment par des savants tels que Ferdinand Borck, Franck, dans les années 1900, 1910, 1920. Il y a eu Walter Innes et Piero Meriggi dans les années 60-70 et récemment, l'équipe de Michael Meder en Suisse a travaillé sur ces textes-là. Donc en 2018, voilà à peu près ce que l'on connaissait de l'élamide linéaire. Donc 2017-2018, de nouvelles inscriptions ont été rendues accessibles, notamment issues d'une collection à Londres, la collection Mamoubian. Ces nouveaux textes ont été publiés dans ce catalogue-là en 2004. Alors, j'ai publié ces textes-là en 2018 dans cet article. Alors voilà, vous voyez des images de ces objets, principalement des vases en argent. Les inscriptions d'élamide linéaire sont appelées d'après les lettres de l'alphabet. Hein. Et étant donné que c'était des inscriptions sans contexte archéologique particulier, des doutes ont été émis à leur sujet. Mais néanmoins, voilà, je me suis penché sur cette collection-là et puis j'ai essayé de voir ce que l'on pouvait en faire. J'ai publié ça donc, dans un article en 2018. Et notamment, dans ces séries, dans ces vases en argent, j'ai pu identifier 3 séquences de signes
que j'ai identifiés comme pouvant noter possiblement des noms propres. Et j'avais pu dater ces vases du début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, d'après leur forme, les vases Kunanki. On connaît le nom de ce vase, de ce type de vase. Et notamment, cette séquence de signes-là a été très importante. Voilà, le premier signe, nous le connaissons, c'est Shi, puisqu'il est utilisé dans le nom Sushinak. Et j'étais donc à la recherche du nom d'un roi qui avait régné au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, qui avait un nom noté en 4 signes, et dont le premier était Shi. Eh bien, il n'y en a qu'un, c'est Shilrara. Et me basant, donc toujours, depuis Leibniz, ça a été rappelé, on sait que les noms propres sont très importants dans les déchiffrements. Eh bien voilà, c'est de nouveau le cas, un déchiffrement à l'ancienne par les noms propres. Et une fois que Shilrara, donc la lecture de Shilrara m'a donné la valeur de 2 nouveaux signes, le L, donc avec quelques variantes graphiques, comme vous voyez, et le Ra. Et ce Shilrara est très fréquemment mentionné dans les textes, il est connu dans les textes cunéiformes, avec celui qui doit être considéré comme son père, est parti le deuxième du nom. Et voilà, donc 5 minutes après la lecture Shilrara, je pouvais lire le nom propre est parti. Et ces 2 souverains, on le sait dans les textes cunéiformes, vénèrent une divinité appelée Napirisha, ou plutôt Napiresha, et qui j'ai pu trouver quelques minutes après. Donc en 2018, la lecture de ces 3 noms propres m'a donné une dizaine de nouveaux signes, et ça a été bien sûr une sorte de déclic dans le déchiffrement de la limite linéaire. Et la deuxième étape du déchiffrement, donc menée de 2018 à 2020, c'est basé sur, donc toujours, le déchiffrement se base toujours du connu à l'inconnu, donc des textes alors en langue élamite notés en écriture cunéiforme. Nous avons une connaissance préalable de cette langue élamite ou atamtite en écriture cunéiforme, et c'est grâce à cette connaissance linguistique, donc cette base linguistique, que le déchiffrement de l'élamite linéaire, qui s'avère noter la langue élamite, a pu être fait. Donc, cette deuxième étape du déchiffrement a été menée avec mes collègues Kambiz Tabibzadeh, Mathieu Kéavran, Gianpietro Basello et Gianni Marchesi. Donc, Gianpietro et Gianni sont là aujourd'hui avec moi. Le déchiffrement a été publié cet été dans la revue Zeitschrift für Assyriologie. Et nous publierons prochainement, l'année prochaine, l'édition des 43 textes en langue élamite notés avec cette écriture élamite linéaire. Alors, fondamentalement, comment on a fait? Eh bien, vous voyez ces 2 vases en argent, eh bien, ils notent la même chose. Un premier vase date du XVIIIe siècle, c'était une inscription du roi Sewé Palaourpak. Alors, je pense que voilà, Dominique Cherpin, ici présent, je me souviens que la première fois que j'ai entendu parler de Sewé Palaourpak, c'était dans l'un de vos cours, donc nous le retrouvons de nouveau. Voilà, Sewé Palaourpak. Et 200 ans avant lui, le roi Itatu a laissé un texte en écriture élamite linéaire sur un vase en argent. Et il s'est avéré que ces 2 inscriptions-là notent des phrases et des prières communes. Donc, ces prières sont notées en écriture cunéiforme et en écriture élamite linéaire, mais elles sont notées dans la même langue, en langue élamite. Nous avons donc ici, et ce qui a été fondamental dans le déchiffrement de l'élamite linéaire, une situation non pas de bilinguisme, mais une situation de digraphie. Donc la même notation linguistique dans 2 systèmes d'écriture différents. Et c'est ça fondamentalement qui a permis le déchiffrement quasi complet de l'élamite linéaire. Voilà, comme d'habitude, du connu à l'inconnu. Alors, vous allez comprendre maintenant très clairement comment nous avons fait. Voilà ici 2 lignes du texte de Sewé Palaourpak. Donc une prière en langue élamite, notée en cunéiforme, connue. Et ici, nous avons une ligne du texte du roi Itatu, donc 200 ans avant, inconnue. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce sont exactement les mêmes prières, mais l'une notée en cunéiforme
et l'autre noté en élamite linéaire. Cette prière, la voilà, Manip Saip Hurt Kerepope Hutakna, et nous la traduisons comme cela. Puissent les manies, alors ça doit être un objet très probablement, de bronze de mon peuple Kéré être fait. Kéré, ça veut sûrement dire la dévotion, donc on pourrait également le traduire, puissent les manies de bronze de mon clergé être réalisées, être fait. Donc, nous avons le même texte dans la même langue, mais noté avec deux systèmes d'écriture différents, l'élamite linéaire et le cunéiforme. Et donc, nous avons une situation de digraphie qui doit vous rappeler ce que je vous avais montré en début de conférence. Et finalement, ici, quand on a affaire à cette langue élamite notée avec le cunéiforme ou l'élamite linéaire, c'est comme si nous avions, par exemple, cette... Voilà, c'est comme si nous nous baladions en Croatie. Nous voyons dans la même langue, mais notée en alphabet latin en haut et en alphabet cyrillique, la même information linguistique. C'est exactement la même chose, donc une situation de digraphie. Alors, ce déchiffrement de l'élamite linéaire, maintenant, nous l'avons appliqué à la lecture des textes, et notamment, je vais présenter ici l'exemple de quelques textes du roi Puzur-Sushinak. Alors, sur les 43 textes connus à l'heure actuelle en élamite linéaire, 19 sont au Louvre. Notamment, je vous invite à aller à la salle numéro 8 des Antiquités orientales. Ces 19 textes viennent tous de Suse et peuvent être divisés en deux groupes. Des textes que l'on ne peut pas attribuer à Puzur-Sushinak. Donc voilà ces textes en argile qui ne sont pas attribués au roi Puzur-Sushinak, qui sont conservés ici au Louvre et qui viennent de Suse. Et nous avons, alors je parlerai de cette tablette-là, retenez-le, le texte M, je parlerai de ce texte-là tout à l'heure. Et bien sûr, des textes que nous pouvons associer au roi Puzur-Sushinak, 11 textes notamment, voilà quelques-uns d'entre eux. Donc bien sûr le texte A, B, C, D, E, bon bref, et j'en passe. Nous parlerons notamment du texte I sur cette statue. Alors, qu'est-ce que nous savions avant le déchiffrement de l'élamite linéaire à propos de Puzur-Sushinak? Donc, nous savions qu'il était le fils de Shimpishruk, c'est un nom élamite. Puzur-Sushinak est un nom akkadien, celui qui est sous la protection du dieu Sushinak. Nous savons qu'il a régné à Suse après la chute de l'empire d'Akkad au XXIe siècle. Nous savons qu'il a commandité des inscriptions en langue akkadienne et écriture cuniforme, et ainsi que des inscriptions en langue élamite en écriture élamite linéaire. Donc on a l'impression qu'il cherche à s'adresser à deux types de publics différents, Suse. Il a également très probablement eu une carrière à 3 étapes. Il a tout d'abord été dirigeant de Suse, puis dirigeant de Suse et général du pays d'Élam. Donc ce sont des titres traditionnels akkadiens qui étaient utilisés par les gouverneurs d'Akkad auparavant. Et il a été également roi d'Awan, très probablement à la fin de sa carrière. Et nous savons qu'il a eu une activité religieuse importante. Il a construit un temple, il a dédié certaines de ses statues sûrement en train de prier à des divinités, et il a également richement doté le temple d'Insushinak à Suse. Et il a également mené une campagne dans le Zagros, très probablement depuis Suse, première campagne dans le Zagros, avant de bifurquer dans la plaine la partie centrale de la plaine mésopotamienne, très probablement avant d'être battu par le roi Ur-Nama-Dur à la toute fin du XXIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette défaite explique très probablement le fait que la plupart de ces inscriptions et ces vestiges sont en fait détruits et mal conservés. Alors voilà un des textes de Puzur-Sushinak, vous la connaissez peut-être, c'est une statue très célèbre du département des Antiquités orientales, l'une des plus anciennes statues de divinité conservées à l'heure actuelle pour le Proche-Orient antique. Depuis les années 60 et 70, notamment suite aux travaux de Walter Hinz, on pense que c'est la déesse Narundi ou Naruté. Voilà. Et le texte, donc, elle présente deux inscriptions. Une première inscription donc, en cuniforme et en langue akkadienne. Et voilà ce que nous dit cette inscription. Donc c'est le moi, Puzur-Sushinak, le roi de Suse. Et finalement, nous n'avons pas d'informations réelles quant à l'identité de la divinité représentée.
Et il y a un autre texte sur l'autre pied droit du trône de la déesse. Et voilà ce texte-là, avec la translittération ici. Donc la translittération, transcription, alors je ne vais pas lire tout ça, et surtout j'attire votre attention sur un détail très intéressant. Peltikalim, qui est très probablement la version élamite Belat Ekalim, la dame du palais. Et nous savons que la dame du palais est très souvent un titre pour Inanna ou Ishtar. Et je pense que donc, voilà, nous pensons que cette déesse n'est pas Narunte, mais très probablement donc Inanna ou Ishtar sous son titre de dame du palais. Et bien sûr, cette identification est corroborée par la présence des lionnes représentés sur le trône de la déesse. Un autre texte, et donc là, j'espère que, je ne sais pas où est Mirio Salvini, mais je tiens à le remercier pour l'article qu'il a écrit en 1989 avec Béatrice André à propos de ces inscriptions du Louvre. Et notamment les dessins et les photos que nous utilisons là viennent des travaux de Béatrice André et Mirio Salvini. Et donc ce texte-là, en fait, présent sur 3 dalles de pierre, en fait c'est un seul et même texte, le voilà. Donc comme vous le voyez, nous pouvons le lire complètement. Alors les seuls signes que nous ne pouvons pas lire, c'est les signes qui ne sont pas très bien conservés, notamment sur la dernière ligne, où on a quelques doutes, parce que l'inscription manifestement a été érodée. Mais néanmoins, on a donc une très bonne... nous comprenons parfaitement le sens de ce texte-là. Puzur Sushinak, roi d'Awan, celui engendré par Shinpishruk. Alors c'est intéressant, le mot fils n'est pas utilisé, c'est celui engendré par Shinpishruk. Insushinak Lem, et donc la cité de Hubshan, ou la région de Hubshan, il l'a brûlée, il l'a asservi sous lui et il lui a présenté. Donc nous avons la mention, c'est mention de la campagne militaire qui concerne la ville de Hubshan. Et à la fin, nous avons une formule de malédiction classique qui commence avec Akara Petinra, quiconque se rebellerait. Et après, effectivement, nous avons une partie qui n'est pas très bien conservée. Et le dernier verbe à la fin, nous ne sommes pas trop sûrs de la lecture, ça dépend s'il faut le lire ha ou hu. Et donc, de ce point de vue-là, qu'il soit détruit ou que cela soit réalisé. Mais donc, comme vous pouvez le voir, nous comprenons très bien cette inscription. Donc, c'est intéressant puisque cette campagne dans Hubshan, nous savons que cette campagne militaire avait été mentionnée au préalable sur un autre texte de Puzur Sushinak, donc en langue akkadienne et écriture cuniforme, donc sur cette inscription-là. Et notamment où Puzur Sushinak nous dit qu'il a mené une grande campagne dans le Zagros et notamment il a pris et conquis la ville ou la région de Uppsala. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que l'on voit une divergence entre le texte élamite en élamite linéaire et le texte akkadien en écriture cuniforme. Pourquoi ? Parce que on fait référence sûrement aux mêmes événements, mais dans le texte en élamite linéaire, il est roi d'Awan, alors que dans l'inscription akkadienne, il n'est encore que le dirigeant de Suse et le général du pays d'Elam. Donc il y a des phénomènes assez intéressants où on parle du même événement, mais où Puzur Sushinak a très probablement déjà progressé dans sa carrière. Alors, qu'est-ce que nous savons maintenant à propos de Puzur Sushinak grâce au déchiffrement ? Alors, à vrai dire, la première chose, nous savons exactement comment il s'appelle. Avant, on avait des doutes sur Puzur Insushinak, Kutik Insushinak, Kutir Insushinak. Donc maintenant, pourquoi on avait des doutes? Parce que son nom était noté de manière logogrammatique en écriture cuniforme, donc on n'était pas sûr de sa prononciation. Donc là, on est sûr, c'est noté Puzur Sushinak. On est également sûr sur le nom de son père. Ce n'est pas Shinpishruk, mais Shinpishruk. Nous avons donc plus de détails quant à la campagne qui concerne cette région ou cette ville de Hubshan. Et il y a la confirmation également de cette carrière en 3 étapes. Et nous avons donc les titres en langue élamite, gouverneur de Suse, Hatpak Sushanir,
général du pays, alors général non pas du pays des lames, mais général du peuple du Hatamti. Très intéressant en langue élamite. Shebk, Hurt, Hatamti Pir. Et nous avons également le titre de roi d'Awan, noté en langue élamite, Zemt Awan Ir. Zemt Awan Ir. Alors, voilà, je ne peux pas vous présenter bien sûr les 43 textes, hein, ça serait fastidieux. Maintenant, quelles sont les conséquences du déchiffrement de l'élamite linéaire sur l'histoire de l'écriture de manière générale? Donc pour les 43 textes, je vous invite à patienter encore quelques mois et vous aurez l'édition complète des 43 textes. Donc les conséquences du déchiffrement. Généralement, l'histoire de l'écriture est perçue selon un processus de progressive phonétisation des systèmes d'écriture. Alors, juste un élément, alors bien sûr, pour toute personne qui n'est pas sensibilisée à ces sujets-là, il y a deux grands types d'écriture dans le monde, les écritures dites logogrammatiques et phonogrammatiques. Et pour comprendre très facilement ce point-là, une question, comment écrivez-vous 1000 €? Eh bien, vous pouvez l'écrire par une notation logogrammatique ou une notation phonogrammatique. Voilà, donc ça, c'est les deux grands types d'écriture dans le monde. Et généralement, en fait, les écritures mélangent des types de notation et on a des systèmes d'écriture mixtes. Alors, l'écriture est apparue ici à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Notamment, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, l'écriture est attestée dans 4 régions dans le monde. Donc en Égypte, avec les hiéroglyphes et le hiératique, bien sûr, dans la plaine mésopotamienne, avec le cuneiforme, dans le sud de l'Iran, avec les lamites linéaires, et dans la plaine de l'Indus, avec l'écriture de l'Indus. Ne parlons pas de l'écriture de l'Indus, cette écriture n'est toujours pas déchiffrée, mais en fonction du nombre de signes, qui est très élevé, on est quasiment sûr que c'est un système d'écriture mixte, qui mélange les notations logogrammatiques et phonogrammatiques. Bon, alors qu'est-ce que l'on avait avant les lamites linéaires? Eh bien, nous ne disposions que du cuneiforme et des hiéroglyphes. Et nous savons que ces deux systèmes d'écriture, le cuneiforme et les hiéroglyphes, sont des systèmes d'écriture mixtes qui mélangent les notations logogrammatiques et phonogrammatiques. Et généralement, donc, comme je vous le disais, nous faisons ces hypothèses de développement de l'écriture depuis les systèmes mixtes ou purement logogrammatiques à mixtes et vers les systèmes purement phonogrammatiques qui n'apparaissent qu'au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et les plus anciens d'entre eux, c'est notamment l'alphabet proto-sinaïtique dans la première moitié du 2e millénaire ou vers le milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Mais voilà un texte en écriture élamite linéaire qui est daté du roi Puzur-Sushinak, donc on est vers 2150 avant Jésus-Christ. Et comme vous pouvez le voir, dès la fin du 3e millénaire, nous avons un système d'écriture purement phonétique sur le plateau iranien. Et donc, de ce point de vue-là, l'élamite linéaire est le plus ancien système d'écriture purement phonogrammatique ou phonétique au monde, et notamment utilisant des signes vocaliques, consonantiques et syllabiques. Et plus précisément, c'est un alpha-syllabaire qui fonctionne avec 77 valeurs théoriques, 5 donc vocaliques, 12 consonantales et 60 valeurs syllabiques. Alors, voilà donc cette grille phonétique de l'élamite linéaire. Et cette grille phonétique, ce n'est pas une reconstruction que nous avons fait avec mes co-auteurs, mais c'est bien la manière dont eux-mêmes concevaient leur système d'écriture. Pourquoi? Parce que parmi les 43 textes, l'un d'entre eux, c'est un fragment de lentilles, de tablettes lenticulaires. On sait très bien que ça, en Mésopotamie, c'est souvent des textes scolaires. Et notamment sur ce texte-là, qui est conservé au Louvre et qui est donc extrêmement important, hein, je pense, eh bien, nous avons d'un côté la notation des 5 voyelles. Alors, bien sûr, E, ou, O, A, I, ça ne veut rien dire hein, en langue élamite, bien sûr. Et de l'autre côté, nous avons, alors malheureusement, elle est fragmentaire, mais nous avons conservé 2 séries consonantiques. La série P, où nous avons P, P, Pou, Po, Pa, Pi, et M, Me, Mou, Mo, Ma, Mi. Donc, comme vous le voyez, ils concevaient leur système d'écriture selon une grille phonétique extrêmement logique. Et donc,
cette grille que je vous présente ici, alors organisée selon notre ordre alphabétique, hein, bien sûr, A, E, I, O, U, mais néanmoins, ils concevaient leur système d'écriture selon cette grille phonétique. Alors, nous avons donc pu déchiffrer 72 signes qui correspondent à 67 valeurs syllabiques différentes. Alors pourquoi il y a une différence entre 72 et 67 ? Eh bien parce que pour certains d'entre eux, on a des cas où la même valeur syllabique est notée par deux signes différents. Par exemple, on a le cas avec li et pi, par exemple. Voilà, on a deux signes, ce n'est pas des variantes graphiques, c'est deux signes différents qui servent à noter la même valeur phonétique. Mais on a également le cas d'un signe très intéressant, le signe OU, qui sert à noter également la semi-consonne ou E. Donc c'est très logique, hein, bien sûr. Bon. Alors, cette grille phonétique fonctionne avec 5 voyelles, je vous l'ai dit, 12 consonnes, et donc bien sûr, le croisement de ces 5 voyelles et 12 consonnes qui donc nous donne 60 valeurs syllabiques. Et donc si on ajoute tout ça, 60 plus 12 plus 5, cela nous fait 77 valeurs phonétiques pour ce système d'écriture. Alors, nous en avons 67, il en reste 10 à découvrir, donc il faut que l'on trouve... Alors, ici, dans ce tableau, pourquoi, par exemple, là, je mets ces flèches-là? Alors, nous ne savons pas encore si c'est chaud ou chou. Là, on ne sait pas encore si c'est ro ou roux, si c'est no ou nous. Donc, il y a encore quelques flottements sur la valeur vocalique exacte de certains signes syllabiques. Donc, il nous reste, théoriquement, si la grille est cohérente et logique, il nous reste encore une dizaine de valeurs phonétiques à enseigner. Mais néanmoins, pourquoi on ne les a pas trouvées? Je vous rappelle que nous n'avons que 43 textes, ce qui n'est pas beaucoup. Et sur ces 43 textes, il y a donc 1890 signes notés sur ces 43 textes. Et donc, avec les 72 signes que je viens de vous montrer dans cette grille phonétique, eh bien, on peut lire 1820 des 1890 signes. Donc, à vrai dire, nous lisons 96% des signes attestés dans ces textes en élamite linéaire. Alors voilà, les quelques signes récalcitrants. Voilà. Alors, parmi les quelques signes que nous n'arrivons pas à lire, il y a beaucoup d'apax, donc qui n'apparaissent qu'une fois. Donc, bon, là, à vrai dire, circuler, il n'y a pas grand-chose à voir. Et ça, ce sont quelques rares signes qui apparaissent plus d'une fois. En fait, c'est les seuls 4 signes qui apparaissent plus d'une fois et que nous n'arrivons pas encore à lire. Voilà, et notamment avec quelques variantes graphiques différentes. Alors, pour conclure, eh bien, je tiens à remercier plusieurs personnes du Louvre qui nous ont aidés dans ce projet. Ariane Thomas, François Bridet, Julien Cuny et Véronique Pataille qui nous ont notamment donné accès à toutes les inscriptions du Louvre. Donc, merci à vous. Également Francesco Giannone et Michael Guichard qui nous ont permis d'accéder à des estampages de Vincent Scheil. Et merci à Annie Cobé, que j'ai vu tout à l'heure, qui nous a transmis également de nouveaux textes en écriture élamite linéaire. Et je crois que j'ai un petit peu de temps. Alors, je voulais juste terminer. Non, je n'ai pas de temps, donc j'arrête là. Voilà. Merci à vous. Merci pour votre attention. Oui, s'il vous plaît. Donc vous avez bien expliqué que c'était un système distinct de l'élamite susien. Juste par curiosité, est-ce qu'on a pu, enfin plutôt 2 questions en une, est-ce qu'on a pu savoir si l'élamite linéaire était un isolat linguistique ou si on pouvait lui établir des liens avec d'autres langues contemporaines ou d'autres espaces? Et aussi pour la question des signes, est-ce que c'est peut-être pas forcément judicieux de tout centrer sur la Mésopotamie, mais est-ce qu'on peut comparer peut-être la valeur phonétique des signes à leur valeur logographique, par exemple un signe pour un animal ou une notion qui pourrait se reproduire dans la phonologie, dans la langue élamite linéaire même? Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions. Vous avez une première question sur la langue élamite. A priori, en l'état actuel des données, la langue élamite est un isolat linguistique. Voilà, donc nous, nos travaux sur l'écriture élamite linéaire n'ont pas
nous n'avons pas à avancer d'autres éléments sur cette question-là. Et vous parliez de l'origine de l'élamite linéaire, de l'écriture élamite linéaire? Oui, enfin, est-ce que on aurait pu avoir une rotation des signes ou une évolution des signes Alors, nous avons, donc, je ne l'ai pas dit, mais l'élamite linéaire est attestée de 2300 à 1900 avant Jésus-Christ, donc pendant 4 siècles. Donc, il y a effectivement une petite évolution des signes. Alors là, c'est une hypothèse qui n'avance que, voilà, je n'avance qu'à titre personnel. Je pense, à vrai dire, que l'élamite linéaire est la version récente du proto-élamite. Donc, le proto-élamite est la version ancienne de l'élamite linéaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit la Mésopotamie d'un côté, où on a les signes cuniformes qui évoluent assez rapidement, finalement, quand on compare les signes vers moins 3000 et moins 2000, ben, il y a quand même déjà beaucoup de changements. Eh bien, en Iran, manifestement, ils sont beaucoup plus conservateurs d'un point de vue graphique, parce que les signes vers moins 3000 et vers moins 2000 n'ont quasiment absolument pas changé. Donc ça, c'est un phénomène très intéressant à noter. Il y a un très grand conservatisme graphique en Iran, sur le plateau iranien. Je voulais juste poser une question. Ça m'a intrigué pendant toute la présentation aujourd'hui. Quand on regarde les hiéroglyphes égyptiens avec les symboles qui sont représentés, puis de l'autre côté les écritures cunéiformes, qu'est-ce qu'on en déduit sur les individus qui ont pondu ces systèmes d'écriture? Parce que dans un cas, c'est très figuratif. On voit des animaux, des personnes, des oiseaux. De l'autre côté, c'est complètement figuratif. Alors, je ne vais pas répondre à cette question qui est trop générale, mais juste si on s'intéresse un petit peu à l'aspect graphique de ces signes-là, il est intéressant de noter que, donc c'est vrai qu'on a certains signes en Égypte ou en Mésopotamie qui rappellent des éléments du réel, donc on a une certaine pictographie. Et bien en Iran, ces signes, vous les avez vus, hein, ils sont très abstraits. Alors il y a quelques signes où on peut reconnaître des récipients derrière ces signes-là, mais sinon, donc d'un point de vue graphique, comme je le disais avant, il y a un très grand conservatisme graphique en Iran, et en plus, il y a une très grande abstraction des signes. Donc il y a deux caractéristiques qui distinguent d'un point de vue graphique ce système d'écriture-là de ce que l'on peut l'avoir à la même époque en Mésopotamie, en Égypte. Donc conservatisme des formes des signes, et en même temps, très grande abstraction des signes qui ne renvoient pas à des éléments du réel. Ils sont très géométriques.